head up, takes Levert feet. Oh my! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la draft 2025. On va être ensemble durant les prochaines heures pour découvrir les choix des franchises NBA. Qui succédera à Zaccharie Risacher? Quelle équipe vont trade leur pick? Ace Bailey sera-t-il dans le top 3 de la draft? Colin Murray-Boyles va-t-il créer la surprise? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures. Et pour vous accompagner, le légendaire Quentin est à la prod. Et en plateau, on est avec Jasper et Paul qui vont vous décrypter chacun des choix. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Je peux commencer. Bah, fais-toi plaisir. Il fait beau, il y a des beaux jours. Un peu trop chaud, mais content d'être dans un play expert, entre guillemets. Paul, comment tu le sens là, cette draft là qui arrive là? Je la sens bien. Je pense que moi j'aime bien cette draft. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé autant une draft. Je pense qu'il y aura des mecs qui feront une vraie carrière, mais je pense qu'il y aura aussi des échecs qui seront peut-être dans le top 5, dans le top 6, donc ça va être marrant un peu. J'ai hâte de voir la carrière des mecs. Ce qu'on va faire, c'est que durant les 10 premières minutes, on va vous faire un peu un pré-show pour que vous puissiez un peu comprendre quelles sont nos attentes. Et ensuite, le divin show Adam Silver arrivera et pourra vous annoncer le first pick. D'ailleurs, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Le first pick, normalement, pas de surprise. Est-ce que Dylan Harper peut créer la surprise ou pas? Non. Non, Net. On passe à autre chose. Ok, d'accord. Ouais. On devrait passer sur Cooper Flag. Donc, pour démarrer, peut-être que ce que je peux vous demander, messieurs, pour qu'on démarre, c'est quelle est votre plus grosse attente ce soir? Je sais pas moi, une équipe, un trade, un joueur. C'est quoi le truc que vous attendez le plus? Peut-être le moment que vous allez attendre dans cette draft, Paul? J'ai envie de voir s'il y a des trades dans le top 3. Ah, des trades dans le top 3. Ok. Et toi, Jasper, c'est quoi ce que t'attends le plus ce soir? Il m'a volé un petit peu mon idée, mais c'était que vont faire les Sixers, parce que c'est un peu eux qui peuvent, ou nous, chambouler la draft. Ouais, exactement, c'est sûr que les Sixers seront particulièrement attendus ce soir. Peut-être avant qu'on démarre, Jasper, toi qui es un peu notre expert scouting, peut-être que tu peux nous dire, c'est comparé à l'année dernière ou à l'année d'encore avant, comment on positionne cette draft? C'est toujours compliqué ce genre de questions. Je pense que globalement, moi, je la trouve un peu faible à cause de pas mal de gens qui se sont retournés en NCAA à cause du NIL. Mais c'est vrai que Cooper Flag est un prospect quand même assez exceptionnel. On va pas dire le mot générationnel parce que c'est un mot un peu tabou en ce moment, j'ai l'impression. Mais j'ai quand même l'impression que Cooper Flag est pour moi le meilleur prospect collège depuis Zion. Et encore, la discussion est là. Donc on est quand même sur un tier 1 qui est quand même assez élevé. Après, dans les autres tiers, je pense qu'on est équivalent aux autres années. Paul, toi, t'es d'accord avec ça? Je crois que t'es un peu plus haut, c'est un peu ce que t'as dit avant quand même. Moi, je pense qu'il y a un prospect générationnel. Je prends le risque de dire qu'il est générationnel. Après, il aura peut-être pas une carrière de ouf, mais en tout cas, à l'instant T, c'est un prospect générationnel. Et franchement, j'ai confiance au top 5, top 6 de cette draft, où je pense qu'il y a au moins 3 All-Star ou presque All-Star qui se cachent dedans. Et tu vois, sur les 10 dernières années, un top 5 aussi fat, t'as peut-être eu 2018 et 2021. Mais sinon, j'ai pas le souvenir d'un top 5, top 6 avec des mecs aussi forts, assez jeunes à ce moment-là, quoi. Et dans ce petit groupe-là qui suit Cooper Flag, est-ce que tu as un mec où tu te dis, lui particulièrement, j'ai pas trop de doutes, je sens que ça va faire grand bruit et que ça devrait finir au moins All-Star, quoi? Je pense que s'il n'y a pas de micmac dans la carrière de Dylan Harper, je pense que ouais, c'est assez safe qu'il aura au moins une étoile, un de ces 4. Toi, de ton côté, Jasper, on sait que tu as beaucoup d'attrait et beaucoup d'intérêt pour Colin Murray-Boyles. Est-ce que pour toi, c'est lui le gars là où tu es à peu près sûr de toi ou malgré ce que tu peux mettre dans tes différents mocks, c'est quand même un peu un pari, quoi? Ouais, ça reste un pari. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le voit pas. Il n'y a pas un consensus chez tous les scouts chez Murray-Boyles. Et c'est assez évident que le joueur peut glisser, tu vois, on en parle entre 5 et 15. Donc c'est plus compliqué d'évoquer qui sera forcément All-Star. Après, je pense que All-NBA, je pense que pour le coup, c'est assez facile, je pense, pour Murray-Boyles. Et peut-être là, on a eu les 2 derniers premiers tours de draft étaient quand même des Français. Est-ce qu'on a un Français là qu'on attend un peu particulièrement dans cette draft? J'ai pas envie de
lui porter l'œil, mais je pense que Noah Essang, moi j'ai envie de croire en un potentiel de star. Ça veut pas dire qu'il sera all-star, mais je pense qu'il peut avoir la production d'une star, entre guillemets, quoi. J'espère, toi de ton côté. Bah, il y en a beaucoup. J'irais Mohamed Diawara, j'espère qu'il sera drafté. C'est pas le plus connu, mais on a 5-6 petits Français qui peuvent être draftés cette saison à nouveau encore. Donc on montre quand même qu'on a un pays en Europe qui est très fort pour la formation des jeunes. Et j'ai hâte de voir ces petits jeunes, même Nolan Traoré ou quoi que ce soit, tous hâte de les voir en NBA. Il y a d'ailleurs un an, Nolan Traoré, c'était quand même un peu le gros nom qui ressortait côté français. Il était même annoncé à un moment donné top 5. Est-ce que l'un ou l'autre peut nous dire un peu deux mots de sa saison? Il est quand même plutôt redescendu dans les mocks. Ça rejoint un peu ce qu'on avait vu avec Théo Malédon à l'époque. Est-ce que pour vous, c'est un mec qui peut être un peu un style de la draft, ou à l'inverse, c'est assez logique qu'il soit descendu et où vous avez été peut-être un peu déçu? Je peux commencer. Il y a un peu des deux. On l'a jamais vu dans un autre contexte. Quand il avait tout le temps le ballon, il était vraiment omnipotent, que ce soit en équipe de France, à l'INSEP ou à Saint-Quentin. Et du coup, c'est compliqué de le projeter dans un autre projet où en fait, il n'est pas le centre du projet. Donc, je comprends la réticence, sachant que dans ce rôle-là, en fait, cette saison n'a pas été non plus aussi efficace que sur la fin de saison de la dernière. La fin de saison dernière, il était arrivé comme un boulet de canon et on en parlait comme un top 3. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un petit slum cette saison. Mais je pense que c'est un joueur qui mérite aujourd'hui sa place dans les 20 premiers quand même. Ça mérite sa place dans les 20 premiers, ok, d'accord. Et Noah Essang aussi plutôt fortement attendu. Est-ce que, à l'inverse, dans ce qui pourrait arriver en fin de premier tour, vous avez un gars là qui vous dites lui, je vais quand même regarder s'il tombe effectivement en fin de premier tour ou s'il tombe avant? Un Français ou un international? Peu importe, comme vous voulez. Moi, je pense que Will Riley, il peut descendre assez facilement. Mais je suis persuadé que s'il descend, c'est-à-dire s'il est entre la 20e et la 30e place, ce sera une style de draft. Ok, et toi, j'espère? Pour mes amis suisses, je vais prendre Yannick Conan de Penn State, qui a un peu tout défoncé à la combine, qui est en plus un joueur un peu âgé. Je pense qu'une équipe qui a besoin d'un backup pivot peut prendre ce genre de profil. Et en fait, je pense que ça peut faire le taf en tant qu'energizer sur le banc assez facilement, que ça peut être un petit peu un style quoi, dans les premières années de en fait l'impact est très bien pour un pic 25-30 quoi. Impeccable, et je crois qu'on démarre notre draft. Avec le premier choix de la draft NBA 2025, et Dallas Mavericks sélectionne Cooper Flagg, l'ailier de Duke. Messieurs, pas de surprise, le first pick pour Dallas va côté Cooper Flagg. En tout cas, c'est Cooper Flagg qui est sélectionné en premier. Jasper, est-ce que tu peux en quelques mots nous parler de Cooper Flagg et nous rappeler un peu son profil? Cooper Flagg, non, c'est un joueur qui vient de Montverde, joueur qu'on connaît depuis longtemps chez nous, les Scouts. Grosse recrue qui a fait une énorme saison à Duke. Dans le profil, c'est un prospect, je pense, presque générationnel en défense, énorme dans tout ce qui est roaming, tout ce qui est défense en aide. Il est capable de couvrir un grand nombre de terrains et surtout, il est très très jeune et il a fait une saison extrêmement positive, que ce soit dans les stats ou dans l'impact de son équipe. J'en parlais avec Zion, mais ce qui est impressionnant cette saison, c'est que Cooper Flagg a dominé en fait dans tous les aspects du jeu avec une équipe moins forte. Donc c'est pas surprenant de voir en 1, de toute façon, c'est un consensus. C'est assez fort pour les Mavs de prendre ce joueur, mais je pense que je vais laisser Paul pour le fit. C'est hyper. Moi j'adore le fait que un prospect comme lui, qui est déjà ultra complet sur plein d'aspects du jeu, il a déjà un shoot. Après, à voir s'il sera suffisamment régulier en NBA. Mais je trouve ça super cool qu'il arrive dans un effectif qui est déjà compétitif. Et on n'avait pas vu ça. Alors, je sais que les Pacers, avec Wemby, ils étaient à un chiffre de l'avoir. Ça aurait été trop cool. Donc, finalement, Wemby, il arrive dans un effectif où il n'y avait personne quand il arrive. Bon, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais je trouve ça trop cool que Flagg arrive dans un effectif ultra compétitif. Parce que, alors là, en début de saison, il aura évidemment pas mal la balle en main parce que Kyrie ne sera pas là. Mais à terme, en fait, il aura déjà une certaine pression. Mais je pense que pour le coup, bon, elle sera peut-être trop grande parce que c'est vrai que je pense qu'ils sont quand même contenders avec lui. Mais au moins, il sera direct dans l'eau. Je suis persuadé qu'il peut déjà faire les playoffs cette saison. Il peut déjà même aller au-delà du premier tour. Donc, j'ai même envie de les mettre contenders. Après, il y a 2-3 ajustements à faire parce que là, il y a trop de monde dans la raquette. Il faut au moins virer un Gafford ou un PJ Washington pour plus de
de shoot et de création offensive, surtout que Kyrie sera pas là en début de saison. Mais je trouve ça trop cool. C'est peut-être pas là une si bonne nouvelle pour lui, parce qu'au bout de 4-5 ans, ça se trouve, Davis et Kyrie, en fait, ils seront cramax et il va se retrouver avec personne. Mais au moins, là, il y a un vrai truc à jouer sur les 4-5 prochaines années, quoi. Est-ce que ça pose aussi la question du positionnement d'Anthony Davis? Est-ce qu'on peut se projeter vers peut-être un retour d'Anthony Davis en 5? C'est une question que je peux vous poser à tous les deux. Cooper Flag, plutôt poste 3, plutôt poste 4? Plutôt poste 4, quand même, je dirais. Mais ça ne m'étonnerait pas de le voir en 3 sur certaines séquences. Moi, là où je rejoins Paul, c'est qu'effectivement, les Mavs ont beaucoup de chance parce qu'en fait, tu peux avoir ta fin de cycle avec Anthony Davis et Kyrie Irving, mais ça peut être le début de cycle de Cooper Flag en même temps. Donc tu t'offres un peu deux timelines et tu apprends très vite à Cooper Flag qu'est-ce que c'est la gagne et comment on gagne. On a vu que les Spurs avec Wemby, très vite, ils ont essayé de ne pas tanker et de tout de suite chercher à être compétitif. Là, Cooper Flag arrive déjà dans un effectif qui est compétitif et du coup, ça peut, je pense, que lui faire du bien. Est-ce qu'on aurait pu se poser la question du recrutement d'un poste 2? On sait qu'Kyrie va être blessé, que Lucas est parti, donc ils ont perdu à la création quand même. Beaucoup côté Dallas, ou est-ce que, donc on pense notamment à Dylan Harper, ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous dites sincèrement, il fallait pas hésiter, le gap de niveau entre les deux est finalement trop important, quoi. Il y a pas trop débat. Alors, pour revenir sur le poste de Flag, moi je pense que alors, s'il joue en 3, ouais, tu auras moins de spacing parce qu'en fait, Davis, il space pas trop en 4 et ils auront un rim runner sur le poste 5. Donc, c'est vrai que le spacing, il va un peu en pâtir. Après, si Kyrie et Clay sont là en termes de spacing, ça va. Mais oui, là, je pense que de toute façon, Davis, il a intérêt quand même, même si lui, il veut pas trop jouer en 5, il a intérêt à jouer beaucoup en 5, même sur de la régulière, parce que il débloque trop de choses quand il joue en 5 en termes de spacing et on sait qu'il peut défendre le cercle. Donc, moi, j'aimerais qu'on voit plus Flag en 4 qu'en 3, mais ça veut dire que tu dois trade un Gafford ou un PJ Washington. Et j'aimerais bien qu'ils se mettent sur un Austin Reeves. Après, le problème, c'est que j'ai peur d'un nouveau trade Dallas Lakers. J'ai l'impression qu'il va se passer encore une dinguerie, donc on verra. Vous nous aviez dit, quand on avait un peu parlé de ces deux joueurs, vous nous aviez dit, la défense, il n'y a aucun doute, top joueur, c'est sur l'attaque. Est-ce qu'on est sur un joueur autonome, un joueur qui n'est pas autonome de mémoire? Eh ben, on va passer au prochain pick. On en reparlera plus tard. Avec le deuxième choix de la draft NBA 2025, les San Antonio Spurs sélectionnent Dylan Harper, l'arrière de Rutgers. Choix intéressant, il était attendu. Ce choix, le choix de Dylan Harper, les Spurs qui sont déjà bien équipés sur les lignes extérieures, notamment depuis l'arrivée de De'Aaron Fox, sont quand même partis sur le pic de Dylan Harper. Jasper, est-ce que tu peux nous présenter un peu le profil, s'il te plaît? Alors, Dylan Harper, c'est un meneur 7-6-8, si je ne me trompe pas. En termes de taille, donc on est assez grand, on est sur du 2 mètres, 87 kg, donc on est sur un beau bébé, un meneur assez grand, qui était du coup cette saison du côté de Rutgers, qui n'est pas une grosse fac, mais qui était la fac aussi de son grand frère, Harper Jr., qui a fait une petite pige, si je ne me trompe pas, aux Raptors. Il sort d'une grosse saison, quand même, dans une équipe très faible, ce qu'il a quand même beaucoup mis en avant. C'est un joueur qui est excellent dans ce qu'il s'agit du slashing game, d'attaquer le cercle, et quelques moments clutch aussi, je pense, qui ont fait un peu... qui ont ajouté à sa hype cette saison. Ok, donc joueur qui était effectivement assez hype avec un gros drive. Paul, comment tu sens toi le fit avec cette équipe des Spurs où pour le coup ils se sont quand même vachement renforcés sur la ligne extérieure, hein. Stephen Castle fait partie de cette ligne extérieure, il y a De'Aaron Fox. Qu'est-ce que tu penses là de cet ajout? Est-ce que éventuellement tu avais imaginé quelqu'un d'autre, mais surtout avant, qu'est-ce que tu penses de cet ajout? Non, moi je pense que c'est le bon choix à faire, Dylan Harper. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que s'ils avaient su qu'ils allaient choper le top 2 de draft, est-ce qu'ils auraient trade pour De'Aaron Fox? Moi je suis pas sûr. Maintenant, je pense que avoir trop de créateurs ball handlers en NBA, surtout quand t'es pas encore quand t'es pas encore contender comme les Spurs, c'est pas vraiment un problème. Ils vont pouvoir voir qui en vaut vraiment la peine de leur donner la balle en main. Je pense que Fox est assez safe parce que voilà, il a déjà une carrière derrière lui. Harper aussi, Castle, c'est peut-être un peu la troisième roue du carrosse là sur les postes de guard. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas un problème parce qu'ils n'ont pas énormément de pression pour gagner. Après, c'est sûr que si à terme, il y a ni Harper qui développe un shoot, ni Castle, va falloir faire des choix. Mais je pense que les choix, pour l'instant, ça doit être plus, on doit trade les Keldon Johnson, Vassell et je sais pas qui là pour du spacing.
Parce que ouais, va y avoir besoin de spacing, va y avoir quand même besoin aussi de défense, parce que Wemby, il peut pas non plus faire tout pour tout le monde, quoi. Tu peux nous rappeler un peu, Jasper, les doutes qu'on a avec Dylan Harper? Pourquoi sur un profil comme ça, on est finalement pas non plus sur un premier choix de draft, quoi? Bah, c'est-à-dire que le shoot n'est pas non plus régulier. Je pense que personnellement, je n'achète pas le shoot. C'est un joueur quand même qui joue beaucoup sans le ballon et qui a été efficace un petit peu sans le ballon en FIBA. On l'a beaucoup moins vu sans le ballon du côté de Rodgers. Et du coup, moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de joueur qui a énormément le ballon NCAA pour l'adaptation, notamment quand tu arrives dans les FT des Spurs où Castle vient d'être Roy, donc tu as envie de lui donner un peu plus de responsabilité. Ça me fait un peu peur parce que du coup, c'est comment tu partages le ballon, dans le sens où c'est un joueur qui quand même aime avoir le ballon. Et sur la création, moi je suis pas le plus haut là-dessus. Je trouve qu'il a une création moyenne sans être exceptionnel. Donc en fait, son jeu presque élite, c'est le slashing. Et ce genre de profil comme NBA, si t'as pas un minimum de shoot, c'est compliqué de donner autant de ballons, autant d'usage pour un joueur comme ça. Ouais, c'est vrai que il y a pas mal de comparaisons qui sont faites avec James Harden, hein, c'est ça, messieurs, pour le coup. Notamment, on pourrait arriver à James Harden si on a la projection sur le shoot. Est-ce que vous y croyez un peu, vous, à cet aspect shooting avec Harper? Je pense que c'est manquer de respect à James Harden. Je pense que James Harden est quand même un énorme joueur. Et il arrive avec, je pense, quand même un meilleur shoot parce qu'il a une sorte de profil de 3&D quand il arrive à la draft. C'est pas impossible que Harper ait du shoot, mais Harden, on parle d'un des meilleurs shotmakers, un des meilleurs shooters de l'histoire. Donc, faut quand même un sacré développement. Mais dans le côté meneur un peu grand, gaucher, qui joue à son rythme et qui a ce côté un petit peu... il a ce côté un peu, des fois, bully ball, un peu des pas lourds. Je comprends les similitudes avec James Harden. T'es d'accord, toi, Paul, avec ça ou pas? Si déjà il arrive à avoir le tiers du niveau de James Harden et la moitié de la carrière de James Harden, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, on parle quand même... Enfin, pour moi, on parle d'un top 25, top 30 all-time. Donc, les comparaisons... Moi, je comprends totalement les comparaisons, mais il a un tel niveau Harden que... Voilà. Mais si déjà, en fait, Harper, ça devient une deuxième option derrière Wemby, t'as déjà tout gagné, quoi. Avec le 3e choix de la draft NBA 2025, les Philadelphia 76ers sélectionnent Pauline Murray-Boyles, l'ailier fort de South Carolina. Là, Jasper va être content. On n'a donc pas de trade, en tout cas à ce stade, côté Sixers, et on a la sélection de CMB. Jasper, là, on va te laisser te faire plaisir, c'est ton chouchou. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, s'il te plaît? Bah écoute, on est sur un joueur atypique, puisqu'on est sur un joueur qui a les dimensions exactes de Draymond, avec un peu plus de poids, si je ne me trompe pas. On est sur un ailier de 2 mètres, ailier qui jouait des fois poste 5, qui jouait poste 4. Un joueur que j'ai beaucoup soutenu depuis l'année dernière. Choix un petit peu ballsy, je pense, mais je comprends, quitte à prendre un risque. Je sais qu'il y a ça ou Edgecombe, qui font partie aussi des joueurs que Philippe pourrait bien aimer. C'est un sophomore 19 ans qui est très jeune, qui a un peu explosé l'année dernière et qui a confirmé, je pense, cette saison. Et moi, ça me choque pas que le risque soit pris côté Sixers. Je pense que les questions de fit, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas forcément un gros problème. C'est comment l'utilisation ensuite des Sixers sous Nick Nurse va se produire. Mais forcément, j'aime ce choix, moi, je vais pas me cacher. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil qui est quand même moins Ouais, pardon. connu que les deux premiers? On est plus sur un joueur du coup défensivement extrêmement versatile, extrêmement polyvalent. Il peut défendre presque de 2 à 5 parce qu'il est assez tanké pour les 5 et il est très mobile, il a des super mains pour tout ce qui est joueur un peu plus petit. En plus, comme il paraît un peu lourd, souvent il paraît un peu lent alors que c'est pas le cas du tout. Et offensivement, il a plein d'aspects. Il a un aspect un peu hub offensif qui est très bien. Il a un aspect aussi où il peut jouer un peu au large sans son shoot par un bon handle qui est intéressant et aussi un petit peu de post-up avec un bon footwork qui a un très bon toucher au niveau du cercle. La partie défensive que toi tu aimes beaucoup, mais que beaucoup de monde aime beaucoup pour le coup sur CMB, c'est peut-être le point sur lequel il y a finalement pas trop de doute autour de lui. Ouais, aucun doute. Je pense que pour le coup que c'est avec Cooper Flag, je pense le deuxième meilleur défenseur de la draft. Paul, qu'est-ce que tu penses de ce feat? Les Sixers qui cette saison avaient notamment un Français poste 4 qui a pas mal joué, mais qui pouvait être un peu court désormais. Qu'est-ce que tu penses de ce feat? C'est compliqué parce que je pense que dans un premier temps, CMB il aura quand même besoin d'avoir la balle en main.
Et là, il y a tellement de mecs qui vont déjà avoir la balle en main et qui vont devoir avoir la balle en main aussi, peut-être avant lui. En fait, s'il développe pas un shoot tout de suite, parce que moi, je pense que les Sixers, à l'instant T, même s'il y a des problèmes un peu dans la construction de l'effectif, ça va jouer les playoffs. Et ça va être un peu problématique que le fait que CMB n'a pas de shoot à 3 points tout de suite, ce qui va niquer ton spacing. Après, oui, défensivement, ce sera incroyable. Et la raquette avec Embiid, elle peut être super, même si Embiid, défensivement, il est quand même moins grand. Maintenant, je pars du principe que de toute façon, en régulière, ce sera pas un problème parce que Embiid est tout le temps blessé et Paul George, c'est pareil, il joue 50 matchs par saison. Donc, il va avoir des responsabilités balle en main. Sur des séquences, il pourra dépanner en 5, ça c'est sûr. Donc, théoriquement, je pense que c'est quand même très bien. Maintenant, en playoff, ça va être une autre chanson quand même. Et est-ce que toi, tu trouves qu'on est sur un joueur qui mérite d'être top 3 là, de cette draft, ou est-ce que selon toi, c'est un peu haut? Top 3, ouais. Top 3, ouais. Même s'il y a un doute sur le shoot, donc forcément, c'est un mec qui peut baisser. Je serais pas étonné qu'il glisse en 7-8 s'il y a des gens qui croient pas à son shoot. Mais il est tellement fort sur tous les autres aspects du jeu que tu as un potentiel de finisseur en fait, sur les postes 3-4 qui est trop bien et ça vaut le risque en 3. Ok, c'est étonnant parce que là, pour le coup, tous les deux, vous êtes OK sur ce point-là, alors qu'il n'y a pas tant que ça de mock qui le mettent pour le coup poste 3, enfin, pour le coup, pardon, numéro 3 de cette draft. Jasper, est-ce que tu penses que pour le coup, les Sixers, ils tombent pile au bon endroit? Une situation un peu particulière des Sixers, il va falloir un joueur assez mature dans un effectif qui va viser dès l'année prochaine des hautes sphères de playoff, mais qui pour autant a été un peu traumatisé par cette saison. Est-ce que tu penses que c'est un mec adapté pour ça? Je pense que oui, je pense qu'il a montré cette saison qu'il pouvait être un leader, même si son équipe était quand même assez affreuse. Mais effectivement, c'est plus la question de tu viens d'avoir Grimes qui t'a fait un super fin de saison dans un trade encore avec les Mavericks. Merci encore à eux. Tu as Maxi McCain. Est-ce que du coup tu décides de bazarder Paul George, Embiid? Est-ce que tu décides de faire un dernier run? Ah bah, on en parlera plus tard, je crois. Avec le 4e choix de la draft NBA 2025, les Charlotte Hornets sélectionnent VJ Edgecombe, l'arrière de Baylor. Là encore, on est sur un gros choix. Edgecombe qui faisait partie des gros prospects de cette draft, l'arrière. Jasper, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, VJ Edgecombe, on est sur un ailier plus arrière quand même, qui provient des Bahamas. Un joueur qu'on a pu voir au TQO et qu'on a pu voir cette saison du côté de Baylor. Baylor qui est une grosse fac très respectée. Beaucoup de prospects sont passés par là. Yves Missy, Jacoby Walter récemment, Kayonte George. Même si ça s'est moins bien passé pour les prospects, et je pense que c'est ce qui a fait un petit peu chuter sa cote du côté de Edgecombe. Même si récemment elle remonte, je pense que le fait de l'avoir vu un petit peu aux Bahamas et la tape high school rassure un petit peu les franchises. On est sur un joueur à minima, je pense, qui peut être un joueur gadget couteau suisse. Elle a un peu Gary Payton tout, mais en bien meilleur. Et à maxima, on parle beaucoup de Victor Oladipo, Pacers. Cette comparaison ne me gêne pas. Je pense qu'il a encore beaucoup de travail à faire sur le handle et sur la création du choix et les choix de drive. Mais on est sur un athlète un petit peu, le tir un tout petit peu en dessous des frères Thompson. Mais on est sur un joueur très très explosif et qui, pour le coup, a aucun problème sur la mentalité. Ça, on sait depuis un moment que c'est un joueur qui veut gagner et qui a toujours prouvé qu'il se donnait à fond dans tous les schémas qu'on a pu le mettre. Là, on commence à avoir un corps de joueurs côté Charlotte qui commence à être costaud au niveau des jeunes. Il y a un peu des jeunes à tous les postes. Qu'est-ce que tu penses du fit de Edgecombe avec cette équipe? Alors déjà, je pense que c'est une draft où, tu vois, il y a pas mal de drafts où tu savais que derrière le top 3, tu étais un peu perdant. Là, je pense que c'est une draft où tu peux vraiment être gagnant, même avec un pick 4. Et je pense pas que les Hornets, c'était vraiment... je pense pas que ce soit eux qui ont perdu, tu vois, la loterie en ayant juste le pick 4. Pour Edgecombe à Charlotte, moi j'aime beaucoup le joueur. Maintenant, j'ai peur que s'il arrive dans un contexte comme Charlotte, ce soit un peu compliqué parce qu'il aura peut-être pas tant la balle en main que ça. J'ai envie de croire que oui, parce que de toute façon, Lamelo, il est tout le temps blessé. Et Brandon Miller, il aura pas non plus, j'espère, 30 tirs par match. Donc je pense qu'il pourra se développer offensivement, donc ça c'est cool. Il pourra apporter du spacing aussi. Ça peut... Après, en défense, ouais, il change énormément. Je pense pas que ce soit un leader défensif.
Vijay Edgecombe. Je pense que si MB et Flag peuvent l'être, je pense que Edgecombe, j'ai du mal à y croire que ce soit un leader défensif. Par contre, défensivement, ce sera bien mieux que ce qu'ils ont actuellement. Donc, le fit est vraiment bien. Maintenant, est-ce que lui va devenir un espèce de Anthony Edwards ou alors ça s'arrêtera à une version moyenne d'Oladipo, quoi. Parce qu'Oladipo, il a quand même été All-NBA Team, mais on verra, quoi. Et est-ce que tu penses qu'ils en ont besoin, sachant que ils ont déjà un duo avec LaMelo Ball et avec Brandon Miller, qui est quand même un duo qui a pour perspective de créer offensivement. Est-ce que tu penses que Charlotte, ce dont ils ont besoin, c'est d'un mec qui se développe beaucoup là-dessus, ou plutôt justement un défenseur solide? On sait que Charlotte a des gros problèmes défensifs quand même. Bah, je pense que. Alors, c'est pas un joueur à l'heure actuelle ultra rassurant sur drive, parce qu'il n'a pas le handle. Après, il n'y avait pas non plus un spacing de ouf à Baylor. Par contre, je pense que s'il bosse là-dessus, il a des telles qualités athlétiques que moi, il y a des drives que je trouve vraiment impressionnants, que j'ai rarement vus sur les dernières années. Donc, je pense qu'avec le drive, parce qu'il manque beaucoup de drive à Charlotte en attaque, il peut faire énormément de bien à terme. Sur cet aspect-là. Et je pense que le shoot, il a aussi montré qu'il pouvait mettre dedans avec des bons pourcentages sur un stretch de match suffisamment long. Après, ça reste un petit échantillon, une saison NCAA. Mais je pense qu'il peut débloquer pas mal de trucs en attaque et évidemment en défense, que pour l'instant, il n'y a pas de leader défensif, il n'y a pas grand monde en défense à Charlotte. Dans ce qu'on a vu, Jasper, de Edgecombe à la fac, est-ce qu'il était accompagné d'autres créateurs ou est-ce que ça va être une découverte aussi pour lui de jouer avec des LaMelo, des Brandon Miller? Non, puis pareil aux Bahamas, t'avais comme une équipe avec des joueurs comme Eric Gordon, des bons joueurs, je pense qu'il peut ne pas avoir la création. Et en fait, le côté de LaMelo, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec LaMelo, s'il va jouer ou s'il va pas jouer. Donc moi, ça me pose pas de problème si en début de saison, il n'a pas trop la balle et qu'on tâtonne un petit peu sur est-ce qu'il va avoir la balle ou non. Et dans ce cas, il aura le temps un peu de travailler son handle parce que pour l'instant, effectivement, il est très Jalen Greenesque, c'est-à-dire que c'est des drives qui sont très simples parce que il domine physiquement, il a toujours dominé physiquement, et donc là, il va arriver en NBA, c'est peut-être plus compliqué. Avec le 5e choix de la draft NBA 2025, le Jazz d'Utah sélectionne Ace Bailey, l'ailier de Rutgers. Ça y est, on y est sur Ace Bailey, c'est une des grosses cotes depuis 2 ans. Pour le coup, joueur au profil atypique, avec à la fois des risques et des promesses. Jasper, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le fameux Baby KD, le fameux joueur qui devait faire 2m10, qui fait au final 2m6, 2m5. Prospect qui divise beaucoup plus, je pense, en France, alors qu'en Amérique, je pense qu'ils sont beaucoup plus hauts, parce que le prospect théorique est absolument fou. Grand, peut shooter sur n'importe qui. Il a un shot making assez énorme. Après, c'est un joueur aussi en plus qui est très jeune, parce qu'il a 18 ans, c'est un des plus jeunes de la draft. Il prend quand même des petits problèmes en défense, un manque de rigueur de concentration qui est quand même assez faible. Il arrête souvent le ballon, c'est un joueur quand même qui joue beaucoup en ISO, qui il pense beaucoup à lui-même et pas forcément le terrain, beaucoup de tunnel vision, donc pas mal de gros red flags, mais pas mal de green flags sur le et la taille, ce qui compense un peu, donc le profil théorique sur le papier être intéressant. La saison est quand même en demi-teinte quand on regarde la saison de Ace Bailey. Comment tu le sens, toi, Paul, dans cette équipe Ace Bailey? Je pense que dans un premier temps, pour moi, c'est un peu haut, top 5, Ace Bailey, par rapport à son profil. Maintenant, il est drafté par le Jazz. Donc, le Jazz. Alors là, le dernier ailier qu'ils ont drafté, c'est Cody Williams. Il a fait une des pires saisons rookie all-time. Donc, c'est pas hyper rassurant. Mais il aura pas beaucoup de pression au début. Il aura le temps de se développer. Il sera dans un système où il y a quand même du fond de jeu. Donc, ça, c'est cool. Il y a un très bon playmaker avec Isaiah Collier. Donc, il aura des ballons et tout. Maintenant. Pour l'instant, ils ont John Collins et Lauri Markkanen, et on sait que Danny Ainge, en termes de trade, s'il n'a pas une énorme offre, en fait, il fait pas le trade. C'est ça qui est un peu dommage aussi. Mais je pense qu'ils n'auraient pas dû le prolonger contre un max, là, Lauri Markkanen. Donc, est-ce qu'il aura tant de place que ça? Parce que finalement, il commence à avoir du monde sur les ailes, hein, parce qu'il y a aussi Tyler Hendricks qui va revenir de blessure. Donc, il y a du monde, il va falloir qu'il se fasse sa place. Maintenant, à lui de montrer que c'est le soi-disant Kevin Durant de cette draft. Donc, il aura des opportunités à lui de les saisir, quoi. Il est dans une équipe où, pour le coup,
Il y a beaucoup de choses qui sont en place côté Utah, mais ce qu'il n'y a pas, c'est une première option offensive. Enfin, Lauri Markkanen l'a été, mais on se rend compte que à moyen terme, c'est peut-être pas ce qui va être. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour lui d'arriver dans un contexte où il peut être une première option? Oui, je pense que comme a dit Paul, il n'y a aucune pression. Tout le monde va un peu s'en foutre de sa saison. On avait Cody Williams qui a fait une saison affreuse. On n'a pas entendu parler alors que la saison est un peu dommage. Je pense qu'en plus, ils ont prolongé leur coach, donc ils ont confiance au coach, ils ont confiance au projet du Jazz. De toute façon, tu as besoin de talent, donc autant tenter un pari avec un gros upside parce que tu vas tanker encore sur les prochaines saisons. Donc il faut que tu trouves ton young core, il faut que tu trouves un peu ta perle rare. Et je pense que la concurrence comme ça de jeunes talents, on l'a vu avec des Kevonte George et Isaiah Collier, je pense que c'est pas mauvais. Ça pousse un peu les joueurs parfois dans leur retranchement. Donc c'est plus sur le côté mental. Est-ce qu'il va aimer d'être à Utah? Je sais pas. Paul, tu le sens comment, toi à ce niveau-là? Bah moi, j'y crois pas au fait que ça devienne une première option offensive. Donc après, si en début de carrière, c'est lui qui a le plus de shoot à la fin du match, dans une équipe comme le Jazz qui peut rien jouer dans la conférence Ouest parce qu'en fait, il y a trop de monde dans cette conférence. Là, c'est sûr qu'il y aura pas beaucoup de problèmes. Maintenant, la question aussi, c'est que si jamais en fait il commence à prendre beaucoup de shoot, déjà on verra quel impact réel il aura. Et est-ce qu'il arrivera lui à jouer avec d'autres talents qui vont être draftés par la suite par le Jazz? Là-dessus, ce sera intéressant. Donc c'est sûr que c'est pas un trade que tu pourras, enfin c'est pas un choix que tu pourras juger sur la prochaine année et sur les 2 prochaines années, plus sur du long terme. Et moi, j'aurais aimé voir Ice Bailey déjà dans un rôle de role player dans une équipe compétitive. Parce que je pense qu'il peut avoir du shoot assez rapidement, il peut peser positivement défensivement assez rapidement. Mais je pense quand même qu'il est limité, quoi. Vous pensez qu'il y a un plafond Ace Bailey vraiment intéressant ou à l'inverse, vous vous dites le plafond en réalité qu'on nous a promis il y a un an, il n'est pas vraiment atteignable, quoi? Le plafond sur les ailes, c'est qui? C'est genre KD? Il sera jamais KD, donc Avec le 6e choix de la draft NBA 2025, les Washington Wizards sélectionnent Trey Johnson, l'arrière de Texas. Ça y est, on était sur un des gros noms très attendus, Trey Johnson pour le coup. Jasper, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le profil? Arrière du côté de Texas, du coup, donc qui lisse un petit peu. Je pense qu'on l'avait prévu peut-être un petit peu plus haut chez certains. Comparé beaucoup à Alan Houston, j'aime bien cette comparaison. On est sur un gros shooter, un shooter qui a un shoot extrêmement beau, qui a fait une saison plutôt positive du côté de Texas dans une équipe encore qui est très faible, qui était une équipe qui se battait avec l'équipe de CMB, donc assez faible. On a vu un shooter qui a pris quand même de plus en plus de responsabilités et était de plus en plus à l'aise balle en main. Je pense que son playmaking est sous-coté. Je pense qu'on le compare trop facilement à un joueur comme Cam Thomas, mais c'est pas un joueur qui est aussi vorace et aussi trou noir en termes d'utilisation de ballon. Les Wizards ont besoin de talent offensif dans tous les cas, donc autant tenter le talent offensif. Tu sais pas ce qui a passé avec Jordan Poole parce qu'il a encore, je pense, une bonne colle, Jordan Poole. Et au pire, ça peut faire un mentorat avec Jordan Poole. Je pense que sur le profil, de toute façon, tu as besoin d'un shooter régulier qui peut te mettre 15-20 points tous les soirs avec des bons pourcentages. Et je pense que le profil de Trey Johnson fait sens aux Wizards. Tu le sens comme ça toi aussi, Paul? Tu le vois bien le fit là pour le coup? pour moi, il fait un peu doublon avec Bob Carrington. Parce que les deux, ils ont un peu les mêmes défauts. Après, je pense que Trey Johnson, ça reste quand même un plus gros prospect que Carrington, et notamment sur le shoot à 3 points, où il est quand même beaucoup plus fiable que Carrington. Maintenant, c'est pas vraiment un problème, même s'il fait doublon avec Bob Carrington, c'est pas vraiment un problème, parce que de toute façon, tu développes des joueurs. Si jamais tu t'es pas si safe, que si tu crois pas tant que ça en Bob Carrington et que tu crois beaucoup en Trey Johnson, bah ouais, lance les deux. Je pense que les deux, ils peuvent jouer ensemble. Avoir des mecs qui ont le même profil, mais qui ont quand même du shoot, je pense que c'est pas problématique. Surtout que défensivement, ce sera peut-être un peu compliqué les deux sur le terrain, mais je pense qu'à terme, ils peuvent quand même être à minima neutres. Et en plus, ils ont du matos à côté pour compenser ça défensivement, les Wizards déjà. Donc, je pense qu'ils pourraient peut-être prendre un gars qui est plus fiable sur le drive, parce qu'ils en manquent réellement, les Wizards. Mais Trey Johnson peut quand même devenir un gros driver, et si jamais ça devient une star, bah, c'est sûr que tu seras quand même content. Donc si tu draftes au talent, t'es content d'avoir Trey Johnson dans ton équipe, quoi.
Ok, et le fit, effectivement, ils ont déjà. Ce qui est intéressant côté Wizards, c'est qu'ils ont déjà Jordan Poole et Koulibaly qui sont un peu installés quand même sur les lignes arrière, on va dire extérieures. Est-ce que vous pensez qu'il peut bien le compléter? La comparaison avec Cameron Johnson, elle est intéressante, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un gars qui peut un peu plus créer que Cameron Johnson. Ouais, je suis d'accord. Je pense que de toute façon, comme on a dit, les Wizards ont 20 de talent. T'es une équipe qui n'a pas gagné beaucoup de matchs. Défensivement, tu commences à avoir de plus en plus de joueurs intéressants. Il faut qu'offensivement, tu aies un joueur qui te mette que ce soit 12 à 15 points, avec des pourcentages assez corrects, et qui peut jouer en fait sans ballon, comme avec ballon. Je pense que le côté il peut jouer off-ball et on-ball est forcément intéressant. Et puis, de toute façon, il faut que tu mettes des joueurs qui mettent des points sur le terrain, quoi. Paul, t'es d'accord avec ça, pour le coup? Est-ce que t'es d'accord avec cette dimension de complémentarité? Ouais, mais maintenant, je pense que les Wizards, il va falloir trouver un coach aussi. Parce que, bon, Brian Keefe, je sais pas si c'est vraiment. Après, tu peux pas vraiment le juger, parce que l'année dernière, il y avait absolument rien. Mais ce qui est cool, c'est que ça va permettre à l'arrivée de Trey Johnson, ça va permettre à des mecs comme Sarr ou des Koulibaly. On a vu quand même en difficulté quand il faut aller au cercle, balle en main. Il y aura plus de spacing et je pense qu'ils auront plus confiance. Donc ça peut débloquer pas mal de choses aussi sur les autres joueurs des Wizards. Impeccable. On va voir un peu ce que ça peut donner de leur côté. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, pour le coup, Jasper, où ce joueur a été attendu un peu plus haut? On a vu pas mal de gens pour lesquels c'était un peu leur grosse attente. Trey Johnson, est-ce que tu comprends ça ou pas? Ouais, je pense qu'il était quand même un tir en dessous de Harper et Shkrombe Bailey, qui était quand même beaucoup plus attendu plus haut. Donc il reste un peu dans cette range. Je pense qu'il n'était pas attendu au tir là, mais c'est surtout que c'était un joueur qui, depuis la high school, qui était un très bon shotmaker. Avec le 7e choix de la draft NBA 2025, les New Orleans Pelicans sélectionnent Con Knuppel, l'ailier de Duke. Ça, c'est un fit intéressant pour le coup. Le shooter de Duke, qui était le principal acolyte pour le coup cette saison de Cooper Flag. Jasper, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le profil donc? T'as des shooters, on est là-dedans. Un peu plus que shooter, je pense que c'est là où il est sélectionné un peu plus haut. On est aussi un joueur aussi qui mentalement plaît aux Américains, fans de Texas, famille très conservateur. Donc on sait que ça c'est un profil qui peut faire plaisir au GM des Pels, qui fait très attention au profil mental. On est sur un joueur qui a fait comme une saison plutôt positive. Peut-être qu'on attendait mieux au shoot, mais on a vu quand même beaucoup de choses, notamment balle en main et le côté athlétique, là où ça pouvait faire peur. Pas du tout. Je pense qu'on avait un joueur qui a pris ses responsabilités dans une équipe de Duke qui avait un grand manque au niveau de la création, et on a vu par exemple des duos avec Malwash ou des pick and roll avec Cooper Flag qui étaient hyper intéressants. Donc je pense qu'il a cette étiquette de shooter, mais on est plus sur une comparaison qu'on pourrait avoir un petit peu avec un Austin Reeves, c'est-à-dire qu'un joueur qui peut un peu plus que shooter, apporter un petit peu de création, un petit peu de connecting, ce qui va faire du bien de toute façon dans l'équipe effective des Pels qui se cherche encore un peu. Paul, on commence quand même à être sur une rotation là, extérieure côté Pels qui est quand même vraiment hyper intéressante, non? Ouais, alors le truc avec ce choix-là, je trouve que ça peut être un très bon complément avec Zion, comme Knuppel. Mais il ressemble tellement à rien le projet Pels que j'ai du mal à être hypé en fait. Je me dis ça peut être alors je pense qu'il est quand même limité, donc en 7, je pense pas qu'il soit pris plus haut, et je pense pas que ce soit une bonne idée de le prendre plus haut. Mais parce qu'il il est pas si grand que ça, il a une envergure qui est moyenne, il est un peu pâteau, défensivement il y aura quand même 2-3 problèmes. Donc j'ai envie d'y croire, parce que je me dis putain ça peut être super à côté de Zion, avoir un tel shooter, en plus il est capable de sur les close-out, balle en main, il fait des choses et tout. Mais dans le projet Pels, j'arrive pas à être hypé, quoi. Je veux dire, bon, pour l'instant, il sera derrière McCollum et Dejounte Murray. McCollum, on sait qu'il va pas s'éterniser parce qu'il a plus qu'un an de contrat. Il y a des rumeurs de trade sur Trey Murphy. Herb Jones, pas sûr qu'il s'éternise aussi. Il y a un truc qui va pas avec ces Pels, quoi. Et en plus, ils sont dans la conférence Ouest. Donc, si tu veux gagner des matchs, faut être compétent. Et la compétence, les Pels, ils connaissent pas trop, quoi. Est-ce que vous voyez bien le fit avec Zion pour le coup? Moi j'ai l'impression que le fit avec Trey Murphy, alors on verra si Trey Murphy reste, mais il a l'air un peu naturel, c'est deux joueurs avec des profils un peu similaires.
en tout cas avec quelques points similaires. Est-ce que le fit avec Zion, vous le sentez bien? Oui, de toute façon, il faut du shoot. Et en fait, c'est un peu le choix que tu avais fait quand tu avais pris Jordan Hawkins de Yukon. Choix qui n'a pas forcément marché, qui est un projet qui semble un peu battre de l'aile. Tu recommences avec, en fait, tu ajoutes un maximum de shoots pour libérer du spacing pour Zion. Et est-ce qu'on aurait pu peut-être espérer pour le coup avoir plutôt un meneur de jeu? On sait que là, quand on regarde la liste, Jeremiah Fears est encore disponible. Par exemple, est-ce que ça aurait été intéressant pour vous ou est-ce que vous aussi vous seriez parti sur Knuppel? Paul, notamment. Là-dessus, comment tu le sens? Alors, ouais, moi j'y crois beaucoup plus en Fears que Knuppel, mais j'ai pas du tout envie que Fears aille là-bas, donc je suis content qu'il soit pas sélectionné par les Pels. Ok, bon, Donc ça, c'est c'est très une bien façon que de ce répondre. soit Con et pas Fears. Comment tu le sens, toi, Jasper, ça? Je suis pas fan de Fears, moi je trouve il est quand même assez petit. J'ai l'impression que tu vas te retrouver encore avec un Alvarado, tu vas avoir un bas court très petit. Je trouve que moi avec Knuppel, tu ajoutes un minimum de taille et tu peux avoir une line-up intéressante avec Jones, Trey Murphy et Knuppel sur les lignes arrière qui peut apporter quand même pas mal de shoots et une défense assez correcte. C'est effectivement à voir est-ce qu'il y a des joueurs qui ont bougé ou pas d'ici là, quoi. Son niveau de playmaking, option 1, option 2, option 3, Option option 3. encore un peu plus loin pour vous? On est comment? Bah, tu donnes le ballon de toute façon à Trey Murphy, Zion, Herb Jones, et ensuite je pense il a un petit peu de ballon, mais c'est pas un créateur principal, non, c'est sûr. Paul, Ouais, comment tu le sens, toi? si déjà il atteint, tu vois, un niveau de création à la Austin Reeves, ouah, ce serait déjà super, quoi. Donc 3e option, 3e créateur offensif. Effectivement, En ça serait plutôt pas mal, ouais. Ouais, Ouais, pour le coup, ça serait plutôt. en plafond optimiste, quoi. Sachant qu'il est dans un contexte où en réalité il n'y a pas beaucoup de créateurs, donc ça va peut-être lui permettre quand même de se développer un peu. Avec le 8e choix de la draft NBA 2025, les Brooklyn Nets sélectionnent Jeremiah Fears, le meneur d'Oklahoma. Ah, là, on est sur un profil, pour le coup, qui fait énormément débattre. Jasper, est-ce que tu peux nous présenter un peu le jeune Fears? Prospect de Oklahoma, comme Trae Young, un meneur, un peu petit. Il a un grand frère, Fears, qui pour le coup était beaucoup plus attendu, mais qui jouait à Michigan State. Lui, il s'est reclassifié, donc il devait jouer cette saison à high school, mais il a joué à NCAA, dans un effectif quand même assez faible où il a eu beaucoup de ballons, donc il a pu s'exposer un maximum, et c'est je pense aussi pour ça qu'il y a un consensus assez différent sur le prospect. Prospect quand même qui est très bon sur le drive, très bon sur la création, qui a des shades un petit peu à la Kyrie Irving, très smooth, vraiment il glisse sur le terrain. Ce côté un peu qu'on peut retrouver aussi chez Shai Gilgeous-Alexander, c'est ce côté où il a des pas de velours et c'est très beau à voir. Après, on a encore quelques problèmes sur l'efficacité au tir, qui est encore beaucoup streaky, et sur la capacité à évoluer sur le ballon. Il a eu littéralement tous les ballons. Je crois qu'en termes de usage, on a plus de 35%, je crois. Faut que je vérifie. Mais c'est assez énorme, et c'est aussi parce que l'effectif ne permettait pas forcément de jouer, pour lui de jouer au ball. Mais à voir au fit honnête. Comment tu le sens, toi, ce fit avec les Nets, pour le coup, Paul? C'est vrai que les Nets, ils sont en recherche quand même, là, pour le coup, d'un gros porteur de balle, hein. Ouais, moi j'adore le fit. Je pense que de toute façon, eux, il leur faut des projets et vu qu'ils piquent en 8, t'as pas vraiment de pression, donc autant prendre peut-être beaucoup de risques, mais avec beaucoup de reward derrière. Je pense que Fears, il s'inscrit totalement là-dedans. De ce que j'ai vu de Jordi Fernandez l'année dernière, donc le coach des Nets, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il peut vraiment s'éclater, Fears, dans un premier temps au Nets. Après, le seul truc qui peut être problématique, c'est que vu que c'est Brooklyn, vu que c'est New York, on sait quand même que ça va un peu mieux ces dernières années qu'ils attirent des free agents, qu'ils auront du cap space prochainement. Ils vont peut-être réussir à récupérer des stars. Donc à ce moment-là, si tu développes moins Fears balle en main, c'est sûr que ça va devenir un peu problématique parce que est-ce que vraiment il peut exceller en role player? Pas sûr. Donc s'il ramène des stars avant que Fears soit développé, il va y avoir un peu un problème. Mais moi, j'y crois beaucoup en Fears et je pense que les Nets, ça peut être un très bon projet pour lui sur du court terme. Et voilà. Jasper, c'est quoi la limite qu'on a un peu autour de Fears? C'est vrai que là, vous décrivez un profil qui vous plaît tous les deux, finalement, plutôt bien. Enfin, en tout cas, plus Paul que toi. Pourquoi il y a des limites autour de son profil? Comme on a dit, c'est un joueur qui a un gros usage, donc joueur de profil un petit peu, moi ça me rappelle un peu Treman, adaptation NBA qui peut être un peu compliqué parce que tu passes ton temps à avoir le ballon
Et en NBA, en fait, il y a une concurrence telle que ça peut être compliqué, surtout que les Nets, en fait, on sait pas trop s'ils tankent parce qu'ils sont trop forts pour tanker. Ils ont un coach ça fonctionne trop bien pour tanker. Donc on sait pas s'ils ont amène de faire ce genre de projet. À voir effectivement s'ils trade ou pas de Cam Johnson, ce genre de joueur. De quid de Claxton, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu entames un nouveau cycle? Moi j'aimerais que ce soit le cas s'il arrive au Nets pour lui laisser un petit peu de temps. Parce que ça peut être un joueur aussi qui passe un petit peu par la G-League. Ça peut pas lui faire de mal, je pense. Il a encore des limitations aussi, je pense, sur le poids et sur la taille. Moi, je trouve que pour 1m91, je le trouve assez petit. Je trouve que la rim pressure, j'y crois pas trop. Sur la transition NBA, cette capacité à attaquer autant le cercle, il va falloir devenir quand même assez élite sur le footwork. Et sur la défense, j'ai pas été impressionné sur la défense. Donc c'est pour ça que l'adaptation NBA peut être un peu rude. Mais il est encore jeune, donc il faut lui laisser le temps. J'espère que les Nets lui laisseront le temps. Ce qui peut peut-être lui manquer pour le coup, c'est un partenaire de pick and roll. Est-ce que tu penses qu'on est sur le genre de créateur, tu vois, qui peut te sublimer un intérieur moyen, ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses qu'il va falloir lui trouver un bon intérieur et on n'est pas non plus sur ce niveau de création-là, quoi? À l'instant T, non, on n'est pas sur un créateur du style Chris Paul qui te rend un intérieur moyen incroyable. Mais je pense qu'à terme, il peut le devenir. Là, il aura Claxton à Brooklyn avec lui. Il y a des très bonnes choses avec Claxton, mais il y a aussi le fait qu'il est incapable de poser un écran, donc j'ai un peu peur qu'il ne crée pas vraiment beaucoup de décalage pour Fears. Donc on verra. Après, il y a Deron Sharp, mais je crois qu'il est en fin de contrat. Donc Deron Sharp, pour le coup, lui, il fait des vrais écrans et ça peut être un très bon fit pour Fears. Donc on verra s'il les garde. Avec le 9e choix de la draft NBA 2025, les Toronto Raptors sélectionnent Kaman Malua, le pivot de Duke. Ça y est, on y est sur le très grand intérieur de Duke. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce profil, j'espère? Donc intérieur Soudan du Sud, qui a appris le basket assez tard, qui sort de la BAL, donc la Basketball African League, si je ne me trompe pas, qu'on a pu voir aussi avec le Soudan du Sud, donc assez intéressant, qui était très attendu du côté de Duke. On voyait, je crois, top 3 dans le premier ranking d'ESPN. Très grand, très mobile, un petit peu de red flag concernant la défense au poste et le profil physique, où ça peut faire un peu peur. Qui est un énorme rim runner, qui a une compréhension de poser l'écran et ensuite aller au cercle exceptionnel. Il a des super timings de quand poser l'écran pour tourner les hanches là-dessus. Pour sa taille, c'est assez énorme, et pour l'instant, c'est une grosse menace de rim runner. Et il y a une question ou pas sur le shoot et sur la capacité à être efficace un petit peu sur shot roll, ou si effectivement c'est uniquement un rim runner très grand. Et aussi sur la défense, est-ce qu'il est capable au final d'être un très bon défenseur, sachant qu'il est entouré de Cooper Flag, qui était quand même un défenseur qui sublime un peu ta défense. Paul, là, il va se retrouver dans un contexte, cet intérieur, où il a un très très bon pivot devant lui, pour le coup, mais qui commence à être un peu vieillissant, qui a aussi une forte valeur marchande. Est-ce que tu aimes bien ce fit-là avec Toronto? Dans un premier temps, il va être sur le banc, il va apprendre un peu de Paul Tull, qui est quand même un vétéran, tu vois, qui a quelques saisons NBA, donc ça peut être bénéfique pour lui. Mais ce qui est drôle quand même avec Maluach, c'est qu'il y a vraiment toutes les mocks qui l'envoient en 9. Je crois que j'en ai pas vu une qui l'envoie pas en 9. Il est vraiment aux Raptors dans toutes les mocks. Donc le truc avec les Raptors, c'est s'ils sélectionnent pas Maluach, ils sélectionnent qui en fait? Parce qu'il y aura pas vraiment de place, à part s'ils prennent un role player où tu sais qu'il fera son job. Donc pour le fit Maluach, moi je pense que Maluach, ça sera pas mieux qu'un très bon rim runner. Donc on verra sur l'échelle des rim runners où est-ce qu'il se situe. Toi, il a dû toucher, il est si bien mobile que ça, il protège si bien son cercle et tout, donc à ce moment-là, voilà, t'as une version élite du rim running. Soit en fait, il a trop de défauts un peu partout et tu te rendras compte que c'est pas si bien que ça. Maintenant, c'est un profil qui fait pas une énorme différence, donc même s'il se développe bien, voilà, tu auras un très bon joueur sur son poste qui fera le taf, mais à qui tu pourras pas forcément donner plus de 20-25 minutes en playoff, quoi. Et d'ailleurs, on est sur des gars. Enfin, moi, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude d'avoir ce genre de profil, un peu de développement assez athlétique. Enfin, en tout cas, avec des profils physiques particuliers côté Toronto. Et je sais pas ce que t'en penses, mais ils arrivent toujours à en faire quelque chose. Pour le coup de ces mecs-là, ils arrivent toujours à faire en sorte qu'ils aient un apport. Est-ce que tu le vois un peu dans la lignée, tu vois, des Chris Boucher qu'on a pu avoir, tout ça, ou est-ce que pour toi, on est quand même sur autre chose?
Bah écoute, moi j'ai effectivement du mal avec le projet de Toronto. On sait que quand même Masai aime beaucoup ce genre de profil, il est très attiré par ce genre de profil. Je pense pas que non plus ça va devenir un Todd Maker et que ça va être un flop. Mais effectivement, il y a quand même des red flags. On parle d'un prospect qui est attendu quand même top 3 en début d'année et qui se retrouve en 9. On sait qu'il y a des égos quand même que les équipes NBA l'aiment bien. Mais ça me surprendrait de le voir dans le top 5. Il y a un vrai upside effectivement quand on regarde un petit peu les séquences qu'il y avait en Afrique. C'était intéressant de voir ce choix de rôle. Il y avait un peu de passing, il y avait un peu de shoots. Mais est-ce que ça c'est réel? Au pire, ça devient un rim runner excellent. Après, la question c'est est-ce que Toronto a besoin de ce genre de profil? Je ne sais pas. Paul, on a une équipe là pour le coup de Toronto qui commence à être assez complète. C'est un peu bizarre hein, ce qu'a fait Toronto là sur les derniers mois. Ils ont à la fois beaucoup une grosse payroll, ils ont beaucoup de bons joueurs, ils ont beaucoup de joueurs qui sont bons mais qui sont aussi un peu surpayés. Est-ce que ça veut pas dire que un gars comme ça, il faut surtout qu'il soit opérationnel assez vite parce qu'en fait ils vont tenter un run là, Toronto. Hein. On va dire là ils ont 2-3 ans, ils vont tenter leur coup quoi. En fait, moi, ça me fait rire parce que tenter un run avec l'effectif qu'ils ont, c'est-à-dire que tu vas où? Tu vas pas faire mieux qu'un premier tour de playoff, quoi. Donc, ouais, oui, c'est sûr qu'il faut qu'il. Mais alors, pour le coup, je pense qu'il peut être NBA ready, donc que ce soit en régulière ou en playoff assez rapidement. Mais s'il tente un coup avec cet effectif-là, bah, on va bien rire parce que je vois pas en quoi tu seras vraiment compétitif, quoi. Mais bon. Nous avons un trade, messieurs. Nous avons un trade. Et ce ne sont pas les Atlanta Hawks qui sélectionneront, ce ne sont pas les Houston Rockets qui sélectionneront avec le 10e choix, mais bel et bien les Atlanta Hawks, puisque Houston reçoit Trae Young contre Jalen Green, Aaron Holiday, Jock Landale, 3 premiers choix de draft et le choix numéro 10 de la draft NBA 2025. C'est énorme, on a donc Trae Young qui part à Houston avant qu'on revienne sur ce pick 10. Paul, est-ce que tu peux nous parler de ce trade de Trae Young à Houston? C'est cool de voir Trae Young jouer à Houston. Il va jouer dans un effectif qui a quand même fait 52 wins sans lui. Donc il va arriver dans un effectif qui défend excellemment bien. Ça fait un moment quand même, c'est peut-être jamais. Je pense qu'il a jamais eu autant de matos défensif entre guillemets à côté de lui. Maintenant, je pense que les Rockets, ils sont ambitieux. Ils ont envie de jouer les hautes sphères de playoff. Est-ce que la défense de Trae Young ne sera pas un peu problématique dans les hautes sphères de playoff? On verra. Mais je pense que par rapport à tous les ballons que tu donnes, que ce soit à Şengün ou à Jalen Green, ce sera le jour et la nuit parce que lui, il va te bonifier un peu tout le monde à travers son playmaking. Et je pense que, bon, là, en termes de spacing, c'est vrai que les Rockets, à l'heure actuelle, c'est pas ouf, mais forcément, s'ils prennent un Trae Young, ils vont faire d'autres choix à côté pour améliorer le spacing. Donc, c'est très intéressant. Les Hawks, eux, ils prennent du pick plus Jalen Green et compagnie. Donc, tu sais de toute façon qu'ils reconstruisent. C'est pas inintéressant parce que le problème là avec Trae Young, c'est qu'il est pas assez fort en option 1 pour, dans le contexte actuel pour te faire gagner des matchs, même dans la conférence Est. Donc, tu peux pas vraiment tanker, même s'ils ont eu de la chance à la draft l'année dernière pour aller choper un 1. Donc, j'ai l'impression que. Et puis, est-ce que tu as vraiment envie de lui donner un contrat max aussi à Trae Young, qui va sans doute demander 30-35% du cap? J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure idée du monde. Donc, peut-être que se séparer de Trae Young pour tanker, c'est intéressant. Après, le problème, c'est que tanker dans la conférence Est, si tu as un ou deux bons basketteurs, en fait, tu fais le play-in. Donc, je sais pas ce que t'en penses toi, Jasper, mais c'est intéressant pour les deux équipes quand même. Bah, je sais pas si c'était le meilleur moment pour trade Trae Young. Je pense qu'il fallait peut-être le faire il y a un an, peut-être avec Reza Shea. Toujours est-il que tu le fais, au moins, je pense qu'il fallait le faire, effectivement. Je pense que pour Rocket, c'est très bien, parce que c'est très bien d'avoir la guerre des possessions, la guerre des rebonds. Mais au bout d'un moment, il faut mettre le panier dans le basket, comme on dit. Donc, j'aime bien ce côté avec Trae Young. Après, effectivement, à voir ce qu'il fait avec Van Vliet, comme l'association, surtout au niveau contractuel. Ça va faire parce que Van Vliet, il prend quand même un sacré pactole. Et pour les Hawks, ça me gêne pas. J'ai l'impression que le projet Trae Young, t'as ton fin de cycle à partir du moment où tu avais battu New York et tu perds contre les Bucks. J'avais l'impression que c'est un peu la fin et tu récupères peut-être. Est-ce que c'est pas la meilleure chose que tu pourrais récupérer au final? Je me pose la question, donc ça me choque pas. J'aime plutôt bien ce trade pour les deux côtés. Ouais, je pense que de toute façon, si tu fais
un trade de Trae Young, tu récupères des pics. Tu vas pas te dire on reste sur du win now avec un autre joueur. Non. Il t'apporte quand même énormément de valeur sur le terrain offensif. Après, est-ce que Quinn Schneider, il a vraiment envie de tanker aussi? Je sais pas trop. Ouais, ça, je sais pas. Parce que c'est quand même un coach qui était venu pour faire passer un cap. Et bah, pour l'instant, il n'y a pas de cap qui est passé. Après, c'est pas vraiment de sa faute, parce qu'il n'y a pas assez de bons joueurs dans l'effectif. Mais je pense que tu vois, le trade de DeAndre Hunter, ça a peut-être mis un peu une lumière sur le fait que les Hawks, ils ont peut-être pas forcément envie de. Ils croient pas forcément à leur effectif à l'instant T. Ils vont peut-être se dire, ouais, on va sacrifier Trae Young parce qu'on estime que la timeline marche pas parce qu'il a déjà 26 ans. Ça fait déjà 7 ans qu'il est dans la ligue. Donc, on préfère reconstruire autour des Jalen Johnson, Zachary Rizaché et compagnie. Même si, après, je trouve que Dyson Daniels, il a montré quand même des très belles choses cette saison. Donc, t'es pas à poil non plus. Tu as déjà du talent. Mais ça fait sens. Et c'est très hypant quand même pour les Rockets. Mais dans la conférence Ouest, est-ce que c'est suffisant Trae Young pour être ultra ambitieux et titiller le Thunder? Je sais pas. Je pense que ils vont peut-être plus attendre que Giannis soit dispo, voire même un Booker, parce que tu as peut-être j'allais dire, t'as pas autant de valeur offensive, mais en fait, si, tu peux avoir autant de valeur offensive avec Booker et Giannis, mais tu paieras peut-être pas autant le prix en défense, quoi. Ouais, mais au moins tu fais un choix fort. Tu casses un peu ton young core pour avancer. Avec le 10e choix de la draft NBA 2025, les Atlanta Hawks sélectionnent Kasparas Yakusionis, le meneur d'Illinois. On est sur un choix qui est intéressant. On a donc un meneur pour remplacer Trae Young à Atlanta. Jasper, est-ce que tu peux nous présenter le profil, s'il te plaît? Meneur lituanien, du coup, qui évoluait du côté de Chicago, Illinois, dans une plutôt belle fac avec des joueurs comme Will Riley, des joueurs assez haut rankés. Joueur qui est quand même un peu un maître du pick and roll, qui vient de l'école du coup lituanienne, l'école de l'Europe de l'Est. Donc un joueur qui n'est pas forcément hyper athlétique, mais qui a vraiment une super vision de jeu, qui a un bon passing game malgré quand même des turnovers qui sont un petit peu red flag à avoir, qui a un shoot, plus de shoot quand même qu'on espérait, qui a vraiment comment dire, rassurer les scouts là-dessus sur son shoot. Un petit problème de finition au cercle parce qu'il a un gros free throw rate, si je ne me trompe pas. Mais il n'est pas très athlétique, il n'est pas très vertical, donc ça peut poser problème notamment pour la transition NBA. Mais tu perds rien du coup pour récupérer un joueur excellent sur pick and roll, à nouveau. Pour le coup, on est donc sur un nouveau type de meneur qui arrive et en même temps un mec qui lui aussi est fort sur le pick and roll. Qu'est-ce que tu penses, toi, Paul, là, de ce choix de laisser tomber Trae Young pour récupérer un meneur de jeu? Ça fait sens, en tout cas. Je pense que c'est pas inintéressant. Kasparas, il a fait une fin de saison qui était quand même un peu problématique, où on s'est rendu compte de tous ses défauts. Après, faut pas oublier quand même qu'il s'est blessé et qu'il y a eu des choses très impressionnantes sur le début de saison. Donc, en 10, ça me choque pas. Je trouve ça limite un peu bas. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient le prendre plus haut. Mais ça peut être une bonne affaire finalement en 10. Je pense qu'il y a quand même tellement de bonnes choses offensivement et des choses assez rassurantes comme son adresse au cercle et son adresse au lancer franc. Donc, dans un projet où tu reconstruis, avoir un espèce de 5 majeur où tu vois, tu aurais Okongwu en 5, Jalen Johnson en 4, Dyson Daniels, Zachary Rizaché et Kasparas à la main. Ouais, c'est intéressant. Après, là, il manque du spacing. Donc, on verra s'ils prennent du spacing sur les autres choix qu'ils ont, parce qu'ils ont encore d'autres choix, les Hawks, sur cette draft. Mais c'est pas inintéressant, ça fait sens. Et Kasparas, il aura des responsabilités. Donc, on verra ce que ça donne. Est-ce que vous pensez que, vu la position dans laquelle sont les Hawks, ça leur demande de recruter, pour le coup, un meneur de jeu pour être devant lui, ou est-ce qu'il peut être, pour le coup, un starter déjà? Moi, je pense pas. Je pense qu'il n'est pas encore un starter NBA. Je pense qu'il a encore trop de turnover. Et je pense pas que pour l'instant, c'est un créateur principal. En tout cas, je préfère donner mes ballons, par exemple, à Jalen Johnson pour l'instant. Parce que sinon, en fait, t'as pas grand-chose. Là, t'as peut-être Jalen Green, mais c'est pas un créateur principal. Un mec comme Dyson Daniels, c'est des joueurs qui marchent bien quand il y a du mouvement, quand il y a du dynamisme. Mais il faut que ce dynamisme il parte de quelque chose. Donc, s'il part de Jalen Johnson, ça me paraît quand même un peu faible.
Ok, donc toi tu partirais plutôt sur le recrutement d'un meneur de jeu pour compléter et pas l'envoyer tout de suite en titulaire, quoi. Paul, t'es d'accord toi avec ça? Tu penses qu'il y a besoin de mettre un meneur devant lui ou pas? Devant lui, je sais pas, parce que de toute façon, tu n'auras pas vraiment d'ambition. Donc autant le lancer. Après, ouais, c'est toujours cool d'avoir un meneur tu sais, à la Mike Conley, à la Kyle Lowry, à la Chris Paul sur le banc qui t'apprend un peu le métier. Ça fait toujours du bien à ces mecs-là. Donc, un meneur en fin de vie, à minima, je pense que c'est bien, mais qu'il soit devant lui ou derrière lui, vu que de toute façon, tu n'as pas d'ambition si tu trades Trae Young, en tout cas sur du court terme, évidemment. Je pense pas que ce soit si problématique que ça. Même si oui, je pense que la saison rookie, on va voir qu'il ne sera pas positif de manière générale sur un terrain de basket, Kasparas. Mais je peux me tromper. Et vous pensez que ça veut dire que Dyson Daniels va se retrouver avec un peu plus responsabilisé balle en main, ou est-ce que vous pensez que de toute façon ce serait une bêtise de le faire et que son manque de shoot finalement lui permettrait pas ça, quoi? Je pense qu'il est quand même un peu plafonné. Je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est un bon accélérateur de particules, on va dire. Mais je pense pas que j'ai envie de lui donner plus de responsabilités. En tout cas, moi, je pense que pour l'instant, en fait, il est très bon dans son rôle. Et là où il peut s'améliorer, pour moi, c'est plus sur le shoot que sur les responsabilités balle en main. T'es d'accord avec ça, toi, Paul, ou pas? Tu penses que Dyson Daniels, là, il peut en profiter pour récupérer un peu de création, ou à l'inverse, ce serait une erreur de partir là-dessus? De toute façon, tu n'as rien à perdre et tu n'as pas d'autre choix. Donc, ouais, je pense aussi qu'il est plafonné, Daniels, mais il a beaucoup progressé cette saison. Donc, la marge de progression, elle n'est pas forcément linéaire. Elle peut être aussi un peu exponentielle sur certains mecs, mais toute proportion gardée. Mais je pense que dans tous les cas, tu vas tester. Tu vas peut-être plus responsabiliser Rizaché aussi balle en main. Jalen Johnson aussi, on sait que là, le volume, il va beaucoup augmenter. Et donc, tu n'auras pas d'autre choix et on verra ce que ça donne. Eh ben écoute, on pourra donc voir ce que ça donne. Ça va nous permettre de faire un petit récap là de ce qu'on a. On vous propose de faire ce petit récap avant qu'on suive le reste de cette draft là. Donc les Dallas Mavericks ont choisi en first pick Cooper Flag sans surprise. Les Spurs, Dylan Harper. Les Philadelphia 76ers, Colin Murray-Boyles. Les Hornets, Edgecombe. Le Utah Jazz, Ace Bailey, les liés, Ace Bailey. Les Washington Wizards ont rajouté un arrière avec Trey Johnson. Les Pels ont rajouté un shooter avec Knuppel. Les Brooklyn Nets sont partis sur Jeremiah Fears, qui faisait partie pour certains des mecs très attendus. Les Toronto Raptors ont rajouté de la taille et peut-être même le remplaçant à terme de Jacob Poeltl avec Maluach. Et donc, on a fini avec les Hawks, avec Jackass Funis. Messieurs, est-ce que vous avez là sur ces 10 premiers picks des surprises, des choses qui vous ont étonné, ou à l'inverse, des choses que vous attendiez mais que vous êtes content de voir malgré tout? Là, on a quand même un gros trade dans les 10 premiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Il y a un trade, mais tu vois, c'est un trade en 10 finalement. Donc ouais, c'est un trade important parce que Trae Young, c'est quand même un All-Star, un mec qui a déjà fait des trucs quand même. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et il n'y a pas de joueur où je me dis, ouais, c'est beaucoup trop. Donc les choix sont cohérents, tu vois. Genre, il n'y a pas. Bon, il y a des choix forcément que j'aime plus que d'autres. Mais il y a pas mal de. Tu vois, à partir de la place 5, finalement, il y a pas mal de projets offensifs. Donc ensuite, bah, on verra. Il y a forcément pas tout le monde qui va se développer suffisamment bien. Donc c'est cool. Je trouve qu'il n'y a pas de. Moi, il n'y a pas de truc qui me dérange pour l'instant, quoi. T'es ok avec ça, Jasper? Ouais, peut-être Fears où je suis un peu surpris. Après, je me dis que Brooklyn, en plus, avec tous leurs picks, peut-être qu'ils veulent essayer de monter à draft parce qu'ils ont beaucoup trop de picks pour un projet encore un peu brouillon. Et forcément, je pense que le trade de Murray Balls, moi, je l'aime beaucoup. Mais je serais quand même assez surpris si ça se passe le soir de la draft. Et sinon, dans l'ordre, en fait, si on regarde un peu l'ordre de début d'année dans les rankings, il n'y a pas beaucoup de surprises. En fait, Ace Bailey chute un petit peu, Trey Johnson, c'est sa place. Mais globalement, il n'y a pas une grosse surprise, un gros reach non plus. Ok. Niveau commentaires dans le chat, Vince, est-ce qu'on a des commentaires qui traînent ou pas? Est-ce qu'on a des questions éventuellement? Alors, j'ai pas l'impression, mais si vous avez des questions à poser, c'est effectivement le bon moment. On va essayer de se banaliser une petite plage horaire tous les 10 choix pour répondre à vos questions éventuelles. Moi, je trouve quand même que tout ce qui se passe là autour du trade de Houston, c'est quand même majeur, hein, parce que Houston, on l'a repéré quand même durant la saison. Leur défense, elle est parfaitement en place, il n'y a pas de souci.
Le vrai sujet, c'était leur capacité, pour le coup, à trouver un générateur d'attaque. Ils ont juste lâché Jalen Green pour pouvoir l'avoir. Alors, on parle pas des futurs picks. Paul disait tout à l'heure que pour lui, c'était peut-être un peu juste pour réussir à aller loin sur la conférence Ouest. On t'a pas tant entendu que ça, finalement, Jasper, là-dessus. Moi, j'ai quand même l'impression que ça peut être un game changer pour le coup pour Houston, qui était quand même déjà deuxième la saison dernière de leur conférence. Ouais, mais t'échoues quand même un petit peu mauvaisement, je dirais, en playoff. T'as vu, je pense, un peu les limites de ton effectif et les limites du projet, je pense, Green, Sengun. Effectivement, je pense que c'est très bien d'avoir un peu ce qu'est ce projet. Je pense que t'es au fin de cycle, en tout cas, de ce projet-là. Je ne sais pas si les deux vont sauter ou un des deux. Mais je pense que tu t'es rendu compte des forces et des faiblesses de ton équipe et qui peut. De toute façon, il faut passer l'accélérateur parce qu'il faut que tu puisses gagner. Tu viens de faire deuxième de conférence. Tu as envie d'aller encore plus loin en playoff. Et tu prends un joueur comme Triangle qui a quand même de l'expérience, qui arrive en tant que leader. Parce qu'en fait, c'est pareil, en playoff, t'as pas vraiment vu de leader. Est-ce que ton leader c'est toujours Sengun? Est-ce que c'est toujours Jalen Green? Tu te poses encore la question. Van Vliet n'a pas non plus confirmé que ça pourrait être un vétéran sur qui on pouvait passer le next step. Et avec ce joueur, je pense, avec Triangle, en tout cas, tu as un joueur de calibre All-Star qui peut te faire passer le next step avec Houston.